C'est C'est quoi ça? Comment ça marche? Ça sert à C'est quoi? trop bien. Chronique jeux Eh, c'est vidéo pas avec mal. vidéo. Pourquoi c'est comme ça? Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'importance des parcs botaniques. Vous êtes-vous déjà promené dans ces jardins colorés? Sentir le parfum des roses tout juste fleuries? Être émerveillé par leur grande diversité végétale et leur beauté? Swan, qu'en dites-vous? Ah, ça donne envie. Ces parcs accueillent le public dans leur somptueux jardin pour le plus grand plaisir des promeneurs, mais aussi pour des causes plus nobles encore. Mais attention, il ne faut pas confondre parc botanique et jardin ornemental. Alors que ces derniers servent à satisfaire le regard, les parcs botaniques associent astucieusement la beauté à l'utilité. Vous nous vantez ces parcs, mais concrètement, quelle est leur utilité? Les parcs botaniques éduquent nos enfants et nos cœurs à la préservation du patrimoine naturel. En plus de cela, ils nous aident dans nos recherches en biologie et favorisent la conservation de la biodiversité végétale. Pour vous en parler plus en détail, nous sommes allés dans le parc botanique de Haute-Bretagne, où Alain Jounot, à l'origine de ce parc, a légué son projet à sa fille, Oriane Jounot, maintenant gérante du parc. Je vous laisse donc avec elle découvrir ces magnifiques jardins. Bonjour Oriane. Alors vous êtes aujourd'hui la gérante du parc botanique de Haute-Bretagne, situé en Ille-et-Vilaine, et proche de la commune du Châtelier. Alors Oriane, premièrement, pouvez-vous conter à nos auditeurs l'histoire, l'origine du parc ? Le projet a débuté en 1994 quand mon père, Alain Jounot, a décidé d'acheter une propriété du 19e siècle qui était à l'abandon. Les ronciers avaient tout envahi, les érables sycomores, les lauriers palmes. Avec une équipe de 4 super jardiniers, ils ont conçu une douzaine de jardins. Ils ont aussi pensé donc la création de tous les bassins, les nouveaux bassins, d'un système d'irrigation qui allait dans l'ensemble du parc, et restauration de 2 étages du château pour permettre un accueil au public, pour pouvoir permettre de créer un salon de thé. Année après année, des jardins ont été conçus. L'inspiration n'a jamais tari. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une vingtaine de jardins, plus d'une vingtaine de jardins, et la collection est vraiment importante. Pourquoi avoir accepté de succéder à votre père ? C'était pas mon choix. Moi, j'étais partie faire autre chose et loin, puisque j'habitais à l'étranger. Mais voilà, mon père a créé son projet. Il avait des petits soucis de santé. Et malheureusement, des projets comme le nôtre, qui sont pas du tout subventionnés, reposent énormément sur la motivation, l'huile de coude. Et il y a 5 ans, le parc était vraiment en difficulté. J'ai compris que s'il n'y avait pas un investissement familial, ça pouvait être la fin de ce projet. Et j'avais pas envie de ça, donc j'ai essayé. Et puis en fait, ça me plaît vachement et puis ça marche, donc je suis toujours là 5 ans après. Ah oui, du coup en 5 ans, vous avez dû avoir beaucoup de temps pour améliorer le parc. Là, vous avez des projets en cours ? Oui, alors pour les jardins, on aimerait construire un autre jardin zen. On aimerait avoir 2 parcours de visite pour fluidifier les flux pendant les journées de grosse influence. Ça, c'est vraiment un projet important, mais il va nous falloir encore un peu de temps pour le mettre en place, parce que dans ce grand jardin zen, il va nous falloir construire une pagode de 15 mètres de long. Les autres projets qu'on pourra organiser plus rapidement, c'est développer les animations culturelles et artistiques, et en particulier les animations nature, pour pouvoir transmettre un plus de connaissances aux visiteurs, et en particulier aux jeunes visiteurs, aux enfants. Vous dites que l'éducation des jeunes est primordiale, alors continuons sur l'importance des parcs botaniques de nos jours. Vous pensez qu'il y a des jardins plus importants que d'autres ? Tous les jardins sont importants. Le fait de planter toutes les échelles possibles, oui, c'est important, parce que on le voit vite pour tous ceux qui ont pu faire l'expérience de planter dans un jardin qui était avant une pelouse ou un espace un peu pauvre, avec un sol un peu pauvre. Dès qu'on crée des petites niches, des espaces où plein de petites espèces, que ce soit les insectes, les oiseaux, toute la faune et la flore possible. Alors au milieu de cette faune et flore dont vous parlez, il y a un château du 19e siècle. Et si je ne me trompe pas, vous faites chambre d'hôte et salon de thé.
Vous pourriez développer ? Et oui, nous sommes également un hôtel. Donc le château, tout le premier étage du château a été transformé en 5 chambres d'hôtes. Ces chambres sont ouvertes du 1er mars au 15 novembre, comme le parc. Tous les matins, on se réveille avec des hôtes qui dorment sous notre toit et à qui on sert le petit déjeuner. Le salon de thé, oui, de la même façon, on voulait faire partager cette belle demeure avec le public. Donc le rez-de-chaussée du château est ouvert au public qui veut venir déguster une pâtisserie. On essaye de travailler avec des producteurs locaux. Mais avec les chambres d'hôtes, le salon de thé, l'eau pour les plantes, le salaire des jardiniers, etc., vous avez dû être fortement touché par l'inflation, non ? J'imagine. Nous, on a choisi de ne pas augmenter les prix des billets. Parce qu'on a eu peur, qu'en augmentant, les gens viennent moins nous voir parce que peut-être que les budgets loisirs vont être un peu diminués. Ça nous touche aussi parce que les prix des matériaux ont augmenté, des services. On a aussi une boutique au parc où on vend, et une jardinerie où on vend des plantes et puis plein de petits produits locaux, mais aussi des bouquins sur la nature et les jardins. Et nous, on essaye de pas augmenter nos marges pour continuer à proposer un service décent, quoi. L'eau doit être forcément importante dans un parc. Vous avez une gestion particulière ? Pour la gestion de l'eau, donc nos sols sont riches puisqu'on est sur une zone de captation de l'eau potable pour la ville de Rennes. Dans le parc, on fait très attention depuis toujours à ce qu'on fait ici. Le taux de nitrate dans l'eau chute genre de 80% ou 90% entre son arrivée dans le parc et sa sortie du parc. Ça, c'est simplement l'écosystème créé dans le parc qui permet de réduire ce taux de nitrate. Pour l'utilisation de l'eau, effectivement, l'année dernière, on avait été limité en pleine canicule. Mais j'ose espérer que les préfets ont compris et que cette année, on aura des dérogations. On n'est pas encore en manque d'eau, on utilise l'eau avec parcimonie, on cible les plantations les plus fragiles. On n'a pour le moment pas de créer de bassin de rétention d'eau de pluie. C'est un projet qu'on va étudier. D'ailleurs, avec le dérèglement climatique, la question de l'eau va être compliquée. Qu'est-ce qui va le plus vous toucher dans ce dérèglement ? Les canicules sont compliquées à gérer pendant l'été, humainement particulièrement. Pendant les périodes de canicule, les jardiniers vont commencer à travailler très tôt le matin. On va pas pouvoir arroser pendant la journée, donc on essaye d'arroser le soir et pendant la nuit ou très tôt le matin. Et puis gérer aussi l'accueil du public dans ces conditions. Ça peut aussi être des périodes très très froides pendant l'hiver. Alors par exemple, nous pour le moment, on cherche pas du tout à acclimater des espèces peut-être plus du sud dans le parc. On pense en fait qu'on est encore dans la phase d'observation, malheureusement, qu'il va falloir observer encore un petit bout de temps avant de comprendre comment vraiment agir. Et maintenant, pour finir, un sujet un peu plus léger. J'ai entendu dire que le parc botanique avait donné naissance à des plantes uniques en leur genre. Pouvez-vous nous en parler plus en détail ? On va essayer de croiser les variétés pour obtenir des nouvelles variétés avec des caractéristiques les plus intéressantes. Le parc botanique est remarquable pour sa collection de cornus et de calmia. C'est pour ces deux espèces-là, nous avons la plus grande collection en Europe. Pour les cornus en particulier, on s'amuse à créer de nouveaux cultivars et on a créé en particulier un très beau cornus qui s'appelle Cornus hongkongensis, parc de Haute-Bretagne. On l'a déposé. On a cherché à ce qu'il ait la floraison la plus belle et des belles fleurs très abondantes qui restent le plus longtemps possible et des fruits aussi plus gros que le pied-mer. Ces fruits sont comestibles. Et cette interview touche malheureusement à sa fin. Oriane, un dernier mot sur une facette de votre métier ? J'ai, grâce à mon métier, la grande chance de pouvoir participer à de nombreux débats dans le monde des botanistes qui m'apprennent certaines choses. C'était Swan avec une interview d'Oriane Junot qui a hâte de vous accueillir dans ses somptueux jardins. Apprendre le journalisme et l'animation avec nos ateliers radio. Plus d'infos dans l'onglet Ateliers radio sur le site internet radiolaser.fr.